Le triplex d'Antoine Dubois surplombait Paris depuis le cœur du 16e arrondissement, une cage de verre et de marbre suspendue au-dessus de la vie. Les murs immenses, nus à l'exception de quelques toiles contemporaines aux couleurs froides, renvoyaient, elles, écho d'un silence pesant, à peine troublé par le murmure lointain de la circulation. Le mobilier, signé des plus grands designers italiens, semblait posé là pour un catalogue, pas pour être vécu. Il n'y avait aucune photo, aucun livre qui traîne, aucun objet personnel qui puisse raconter une histoire. Seule la tour Eiffel, scintillante et indifférente de l'autre côté de la baie vitrée, tenait compagnie à cette opulence stérile. Était un lieu qui criait la réussite matérielle, mais qui chuchotait une solitude abyssale. Un palais moderne où l'âme semblait avoir été oubliée lors de l'emménagement. Chaque surface polie reflétait non pas une vie, mais l'absence de vie. Au milieu de ce vide luxueux se tenait Antoine, 45 ans, un titan de la tech dont la fortune se comptait en milliards. Son costume sur mesure tombait impeccablement sur ses épaules. Sa montre suisse brillait d'un éclat discret, mais valait le prix d'un appartement. Pourtant, son visage racontait une autre histoire. Une lassitude profonde avait creusé des sillons autour de ses yeux, et une méfiance chronique durcissait les traits de sa mâchoire. Des années de relations où il n'avait été qu'un portefeuille, un distributeur de rêves matériels, l'avaient rendu amer et cynique. Il était un paradoxe vivant. Un homme capable d'analyser un investissement de plusieurs millions d'euros avec une précision chirurgicale, mais totalement incapable de déchiffrer la sincérité d'un regard. Il avait conquis le monde des affaires, mais dans le royaume des sentiments, il était un roi exilé, seul dans sa forteresse dorée. La dernière déception amoureuse avait été la goutte d'eau, une de plus. Une femme qui jurait l'aimer pour lui-même, mais dont les yeux brillaient davantage devant les vitrines de la place Vendôme que devant les siens. Cette rupture, banale et prévisible, avait cimenté en lui une conviction froide et douloureuse. L'altruisme n'existait pas, et l'amour naine était qu'une transaction déguisée. Ce soir-là, en contemplant les lumières de la ville qui étalait à ses pieds comme un tapis de diamants, il prit une décision cruelle. Il allait mener une expérience. Une sorte de test social privé pour prouver sa théorie, pour se donner raison une bonne fois pour toutes. Il voulait une preuve irréfutable que le cœur humain, peu importe son origine sociale, battait au rythme de l'avidité. Il voulait confirmer scientifiquement sa propre misère affective, la valider pour ne plus jamais avoir à espérer. Il convoqua donc les trois femmes, Laura Fournier, l'avocate ambitieuse, et Victoire Lambert, la cadre marketing agressive, représentait son monde, celui où les sourires sont des investissements. Et puis, il y avait Léa Martin, sa jeune employée de maison, silencieuse et presque invisible, choisie comme le parfait groupe de contrôle. Il se tenait devant elle, le visage impassible, et tendit à chacune une petite enveloppe noire contenant une carte de crédit black sans aucune limite. Ces mots tombèrent dans le silence de l'appartement, nets et tranchants. « Achetez ce que votre cœur désire. C'est un cadeau. » Il les observa, leur réaction allant de la surprise calculée à la stupéfaction sincère, sans laisser transparaître la moindre émotion. C'est dans ces moments de profonde désillusion qu'un récit comme celui-ci devient si important. Et votre abonnement est le soutien qui nous permet de continuer à les partager avec vous. Les jours suivants, Antoine Dubois fit ce qu'il faisait de mieux, analyser des données. Il éplucha les relevés de dépenses des 3 cartes de crédit avec la froideur d'un auditeur, examinant les comptes d'une entreprise. Les relevés de Laura et Victoire étaient prévisibles, presque caricaturaux. Des dizaines de transactions sur l'avenue Montaigne, la place Vendôme et la rue du Faubourg Saint-Honoré dessinaient une carte de l'opulence parisienne. Sac à main en cuir exotique, bijoux étincelants, robes de créateur. Un inventaire de désirs matériels qui confirmait son hypothèse avec une précision déprimante. Il ressentit une satisfaction amère, le triomphe solitaire de celui qui avait raison sur la bassesse humaine. Son cynisme était validé, sa forteresse de méfiance renforcée.
Il avait prouvé que le cœur des femmes de son monde était une calculatrice de luxe. Puis, il ouvrit le dernier fichier, celui de Léa Martin. Il s'attendait à y trouver des achats modestes, peut-être des vêtements pour sa famille, un nouvel appareil électroménager, ou au mieux, une petite folie personnelle qu'il aurait comprise. Mais elle, écran, n'affichait qu'une seule et unique ligne. Une transaction unique, d'un montant qui le fit sursauter. 150 000 €. Le chiffre en lui-même était choquant, mais c'est le bénéficiaire qui fit s'effondrer toutes ses certitudes. Le paiement n'avait pas été fait à une maison de couture ou un joaillier, mais à la trésorerie de l'hôpital Necker-Enfants Malades. L'air sembla se figer dans son bureau luxueux, un hôpital pédiatrique. L'anomalie était si flagrante, si contraire à toutes ses attentes, qu'elle court-circuita son système de pensée. Ce N était pas de l'avidité, C était autre chose, ou quelque chose qu'il ne comprenait plus. Il la convoqua dans son bureau, le relevé imprimé posé sur le bois sombre du bureau comme une pièce à conviction. Léa entra, les mains légèrement tremblantes, son uniforme impeccable contrastant avec l'angoisse qui assombrissait son regard habituellement doux. Elle vit le papier et son visage devint livide. Elle crut sa dernière heure arrivée, imaginant déjà les menottes, le déshonneur, la perte de cet emploi qui était la seule bouée de sauvetage de sa famille. Antoine, pour sa part, n'était pas en colère. Il était profondément, totalement déstabilisé. Il la regarda, essayant de déceler la moindre trace de duplicité dans ses yeux effrayés, mais il ne vit que la panique pure. « Expliquez-moi », dit-il simplement, sa voix plus neutre qu'il ne l'aurait voulu, car à l'intérieur, une tempête de confusion faisait rage. Les larmes qu'elle retenait depuis des jours se mirent à couler sur ses joues. D'une voix brisée par les sanglots, elle raconta tout. L'histoire de son petit frère, Lucas, âgé de 9 ans, né avec une malformation cardiaque rare. Elle parla des années passées à économiser chaque centime, des petits boulots de sa mère, de l'espoir qui s'amenuisait à chaque visite chez le cardiologue. Elle expliqua que la chirurgie était leur seule chance, une opération complexe et hors de prix que la sécurité sociale ne couvrait que partiellement. Elle jura, les mains jointes comme dans une prière, qu'elle le rembourserait, qu'elle travaillerait pour lui gratuitement jusqu'à la fin de ses jours, s'il le fallait. Elle sortit de sa poche un portefeuille usé et en tira une photo cornée, un petit garçon au sourire fragile, un tube d'oxygène discret près de son nez. « C'est pour lui », murmura-t-elle. Le narrateur nous emmène alors loin du penthouse parisien, dans un petit appartement d'une banlieue modeste. On y voit une vie de sacrifice silencieux. On voit Léa, adolescente, renonçant à ses études pour prendre un travail et aider sa mère. On voit les nuits blanches passées au chevet de son frère, à écouter le sifflement de sa respiration, la peur constante d'un appel de l'hôpital. On ressent l'odeur d'antiseptique des couloirs hospitaliers, le poids des regards compatissants des médecins, l'humiliation de devoir remplir des formulaires d'aide sociale. On comprend que sa jeunesse n'a pas été faite d'insouciance, mais d'une responsabilité écrasante. Sa dignité haine n'était pas un choix, mais une armure qu'elle avait dû forger pour survivre, pour continuer à se battre pour la seule chose qui comptait vraiment pour elle, la vie de son frère. En écoutant son récit, en regardant la photo de ce petit garçon qu'il n'avait jamais vu, Antoine sentit les fondations de son monde cynique se fissurer. Chaque mot de Léa était un coup de marteau contre les murs de sa prison dorée. L'avidité de Laura et Victoire lui parut soudain grotesque, pathétique. Elles avaient acheté des objets. Léa, elle, avait acheté de l'espoir. Elle avait acheté du temps. Elle avait acheté une vie. Pour la première fois depuis des années, il ne voyait pas une femme qui voulait quelque chose de lui, mais une âme humaine dans toute sa fragilité et sa force. Il sentit une bouffée de l'émotion si pure, si inattendue, qu'elle lui coupa le souffle. Était un sentiment qu'il avait oublié, un écho lointain de l'homme qu'il avait peut-être été avant que la richesse ne l'isole. Il se leva, contourna son bureau et s'approcha d'elle. Léa recula d'un pas, s'attendant au pire. Mais Antoine prit délicatement le relevé bancaire, le déchira en 2, puis en 4, et laissa tomber les morceaux dans la corbeille. « Il n'y a pas de dette »,
dit-il d'une voix douce, une voix qu'elle ne lui avait jamais entendue. Considérez que c'est réglé. Il regarda la photo de Lucas dans sa main. Quand est-ce qu'il doit se faire opérer? Léa, stupéfaite, mit plusieurs secondes à répondre, balbutiant la date. L'empathie dans le regard de cet homme, qu'elle avait toujours considéré comme un employeur distant et froid, était plus déstabilisante que n'importe quelle colère. Elle ne comprenait pas ce qui se passait, mais une petite lueur d'espoir naissait au milieu de sa terreur. La nouvelle de l'implication d'Antoine ne tarda pas à se répandre, mais pas de la manière qu'on pourrait imaginer. Laura et Victoire, éconduites et humiliées, commencèrent une campagne de dénigrement venimeuse. Dans les dîners mondains et les clubs privés, elle dépeignait Léa comme une manipulatrice de génie, une actrice talentueuse qui avait inventé une histoire tragique pour séduire un milliardaire vulnérable. Les rumeurs prirent de l'ampleur, se nourrissant de préjugés de classe et de jalousie. La petite bonne était devenue une intrigante, une usurpatrice qui menaçait l'ordre établi. C'est incroyable de voir comment une bonne action peut être tordue par la méchanceté, et c'est en partageant ces histoires, grâce à votre soutien, que nous pouvons mettre en lumière la vérité. Ces murmures malveillants parvinrent aux oreilles d'Antoine. Ses amis, ses associés, tous lui conseillaient la prudence, lui rappelant ses déceptions passées. Son vieux cynisme, un instant endormi, se réveilla en sursaut. Et si elles avaient raison? Et si ce haine était qu'un piège plus élaboré que les autres? La peur d'être blessé à nouveau, d'être le dindon de la farce, le rongeait. Il se mit à observer Léa, cherchant la faille, le mensonge. Mais tout ce qu'il voyait, était une jeune femme dont l'anxiété pour son frère primait sur tout le reste. Il la voyait passer des appels discrets à sa mère pendant ses pauses, le visage tendu d'inquiétude. Il ne voyait aucune ruse, seulement un amour inconditionnel. Le doute et l'espoir se livraient une bataille acharnée dans son esprit. Plutôt que de se retirer, Antoine décida de s'impliquer davantage, comme pour tester la véracité de l'histoire jusqu'au bout. Il utilisa son réseau pour contacter personnellement le professeur Dubois, le chirurgien en chef de la cardiologie pédiatrique à Necker. Il passa des heures à se faire expliquer les détails techniques de l'opération, les risques, les chances de succès. Il commença à poser des questions à Léa, non plus en tant que patron, mais en tant que confident. Il découvrit sa passion pour le dessin, qu'elle avait abandonné, et son rêve simple d'une vie normale. Un lien fragile, presque impensable, se tissait entre eux, dans le silence de l'appartement surplombant Paris. Une connexion née non pas du luxe, mais d'une vulnérabilité partagée. C'est dans ces moments de transformation que l'on voit la vraie nature des gens. Et si ce récit vous touche, n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir d'autres parcours de vie aussi inspirants. Le jour de l'opération, l'air de l'hôpital était lourd d'une tension palpable. Léa faisait les 100 pas dans le couloir blanc et stérile, incapable de rester assise. Sa mère priait en silence, son chapelet glissant entre ses doigts. Soudain, Léa vit une silhouette familière s'approcher. Était Antoine, en jean et simple pull, loin de ses costumes impeccables. Il n'avait rien dit. Il était juste venu. Il s'assit à côté d'elle dans la salle d'attente, sans un mot, lui tendant une tasse de café chaud. Sa présence était un ancrage, un rocher silencieux dans la tempête de son angoisse. Pendant des heures, ils attendirent ensemble, le milliardaire et l'employé de maison, unis par l'attente d'un verdict qui allait changer leur vie à tous. Pendant qu'il était assis sur cette chaise inconfortable, son téléphone vibrait sans cesse. Des messages de ses partenaires commerciaux, inquiets de son absence à une réunion cruciale. Des appels de ses amis, qu'il avait vu entrer à l'hôpital, et se moquaient de sa nouvelle œuvre de charité. Le monde extérieur, son monde, le pressait de revenir à la raison, de laisser tomber cette folie. Chaque vibration était un rappel de la société qu'il avait construite autour de lui, une société qui ne comprenait que les chiffres, le statut et le pouvoir. Il ignora tout. Pour la première fois, ce qui se passait dans cette salle d'attente lui semblait infiniment plus réel et plus important que n'importe quelle transaction financière ou n'importe quel contrat. Il était en train de faire l'investissement le plus risqué de sa vie.
Il investissait sa confiance. La lumière des lustres en cristal se brisait en mille éclats sur les coupes de champagne et les parures de diamants. Le grand salon de réception de l'entreprise Dubois était le théâtre d'une soirée de gala où le tout Paris des affaires et de la finance étaient réunis. Laura et Victoire, resplendissantes dans leurs robes de haute couture, se pavanaient avec une assurance triomphante, persuadées que cette soirée marquerait leur consécration. Elles observaient Antoine monter sur l'estrade, non pas avec l'arrogance froide qu'elles lui connaissaient, mais avec une sérénité nouvelle, presque déconcertante. Un silence attentif se fit, l'audience s'attendant à un discours sur les performances boursières ou une future acquisition. Mais le regard d'Antoine balaya la foule et sembla chercher un visage en particulier. Un visage qui n'appartenait pas à ce monde de faux semblants et de luxe ostentatoire. Sa voix, calme et posée, résonna dans les haut-parleurs. Il commença par parler de la notion de valeur, du véritable retour sur investissement. Derrière lui, un écran géant s'alluma, projetant non pas des graphiques financiers, mais la copie anonymisée de relevés de cartes de crédit. Des listes interminables de dépenses futiles, des noms de boutiques de luxe qui firent naître des sourires entendus dans l'assemblée. Un murmure parcourut la salle, un mélange de curiosité et de malaise. Laura et Victoire sentirent une bouffée de chaleur les envahir. Bien que leurs noms n'apparaissent pas, elles reconnurent leur propre folie, étalée là comme la preuve d'une vacuité abyssale. Leurs sourires étaient légèrement figés, leurs yeux cherchant à comprendre le but de cette humiliation publique et subtile. Antoine les laissa mijoter quelques instants dans cette angoisse naissante, son visage impénétrable. Écran changea brusquement. La liste des boutiques de luxe disparut, remplacée par une seule et unique ligne. Un virement de 150 000 € à la trésorerie de l'hôpital Necker, enfant malade. Un silence de mort tomba sur la salle. Puis, une photo apparut, occupant tout l'écran. Ce n'était pas un produit de luxe, mais le visage d'un petit garçon, Lucas, rayonnant de santé, son sourire espiègle capturé dans un instant de pur bonheur. Au fond de la salle, près des cuisines, Léa, son plateau de service à la main, sentit son cœur s'arrêter. Elle vit le visage de son frère, projeté comme un étendard de vie au milieu de cette opulence stérile. Elle ne comprenait pas. Ses jambes tremblaient, et elle sentit les larmes lui monter aux yeux. Des larmes de confusion, de peur et d'une gratitude immense et soudaine. Et puis, Antoine prononça son nom. Léa Martin. La voix porta son nom à travers le silence, le sortant de l'anonymat pour le placer au centre de toutes les attentions. Il lui demanda de le rejoindre sur scène. Tétanisée, elle hésita, mais un regard bienveillant d'Antoine lui donna la force d'avancer. Elle traversa la salle, son simple uniforme noir de serveuse détonnant au milieu des robes de soirée et des smokings. Chaque pas était une éternité. Une fois à ses côtés, sous la lumière crue des projecteurs, Antoine se tourna vers l'audience. Pendant des années, mon argent a acheté le silence, le luxe et la solitude, déclara-t-il d'une voix forte. Aujourd'hui, grâce à Léa, il a acheté une vie et m'a rendu la mienne. Les visages de Laura et Victoire se décomposèrent, passant de l'incrédulité à une rage contenue. Il ne la quitta pas des yeux en faisant l'annonce finale. C'est pourquoi j'ai décidé de créer la Fondation Cœur Nouveau. Une fondation qui se consacrera à financer les soins médicaux vitaux pour les enfants dont les familles n'ont pas les moyens. Un tonnerre d'applaudissements éclata, sincère cette fois, et je ne vois personne de plus qualifié, de plus digne et de plus compétent pour diriger cette fondation que la personne qui m'a rappelé la valeur d'un cœur qui bat. Il se tourna entièrement vers Léa, dont les larmes coulaient maintenant librement sur ses joues, et lui tendit la main. « Vous m'avez appris que le plus grand investissement qui soit est dans être humain. S'il vous plaît, Léa, aidez-moi à continuer. » Sous le regard médusé de élite parisienne, la jeune femme invisible devint le symbole d'une richesse bien plus grande que l'argent. La soirée de gala ne fut que le début. Dans les semaines qui suivirent, le penthouse d'Antoine Dubois se transforma.
Les plans d'architecte et les rapports financiers furent remplacés par des dossiers médicaux et des projets de statut pour la Fondation Cœur Nouveau. Léa, d'abord intimidée par ce monde de responsabilité, trouva rapidement ses marques. Elle aborda la gestion de la Fondation avec la même méticulosité et la même compassion silencieuse qu'elle avait pour son travail. Antoine, quant à lui, devint son mentor, son partenaire. Il lui apprit les rouages de la négociation, de l'administration, mais c'est elle qui lui rappela chaque jour le but de leur mission. Le silence glacial de l'appartement fut peu à peu remplacé par le son de leurs conversations passionnées, le rire occasionnel de Lucas lors de ses visites et une atmosphère de collaboration qui réchauffait enfin les murs de marbre froid. La Fondation Cœur Nouveau devint rapidement un phare d'espoir pour des dizaines de familles. Léa, forte de sa propre expérience, savait trouver les mots justes, écouter les angoisses des parents avec une empathie qui brisait toutes les barrières administratives. On la voyait dans les couloirs des hôpitaux, non plus comme une visiteuse terrifiée, mais comme une alliée, une promesse que personne ne serait laissé seul face à la maladie. Antoine l'accompagnait souvent, restant en retrait, observant cette jeune femme qu'il avait failli briser, devenir une force de la nature. Chaque vie sauvée, chaque sourire d'enfant retrouvé était pour lui un dividende bien plus précieux que tous les rendements de ses investissements passés. Il comprenait enfin que sa fortune n'était pas une forteresse pour l'isoler du monde, mais un pont pour s'y connecter de la manière la plus profonde qui soit. 2 ans plus tard, le soleil d'automne illuminait la façade de l'hôpital Necker. Une nouvelle aile pédiatrique, entièrement financée par la Fondation, était inaugurée. Antoine se tenait aux côtés de Léa, non plus en costume sur mesure, mais dans une tenue simple, son regard rempli d'une fierté sereine. Un peu plus loin, Lucas, devenu un adolescent plein de vie, courait avec d'autres enfants, son cœur réparé battant la chamade pour de simples jeux d'enfants. Il n'y avait plus d'employeur ni d'employés, mais une famille, forgée non par le sang, mais par une épreuve partagée et une victoire commune. En voyant le sourire de Léa se mêler à celui de son frère, Antoine ressentit une plénitude qu'aucun succès professionnel ne lui avait jamais apportée. Il avait cherché à prouver la bassesse de l'humanité et avait trouvé sa plus grande noblesse. Le triplex surplombait toujours Paris, mais il n'en était plus une cage dorée. Les murs nus étaient désormais couverts de dessins d'enfants et de photos des familles aidées par la Fondation. L'opulence stérile avait laissé place à une chaleur vivante, à un lieu où l'on ne comptait plus l'argent, mais les vies changeaient. Antoine avait appris que la plus grande transaction de son existence n'avait pas été un rachat d'entreprise, mais l'acte de foi d'ouvrir son cœur à une inconnue. Il avait investi dans l'humanité et avait reçu en retour un but, une famille et la rédemption. C'est en se souvenant de parcours comme le leur que l'on garde espoir en l'avenir. Et c'est grâce à votre abonnement que nous pouvons continuer à éclairer ces histoires qui nous rappellent la véritable richesse de nos vies.